Question, professeur Joyeux. Je suis un métal non essentiel découvert au Beau-de-Provence en 1822, très résistant à l'oxydation, donc au vieillissement, réactif, malléable, de couleur argentée. On peut me qualifier d'oligo-élément. Qui suis-je? L'aluminium. AVS avec Philippe Robichon. AVS à votre santé. Ce matin, ça va être du lourd, comme on dit. Je reçois le professeur Henri Joyeux. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour, très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, ancien chirurgien des hôpitaux, professeur honoraire de cancérologie et chirurgie digestive de la faculté de médecine de Montpellier. Oui. Vous avez dirigé le laboratoire de nutrition et cancérologie expérimentale pendant 20 ans. Et votre thèse, j'ai appris, de doctorat portait sur l'intestin artificiel. L'idée, c'était de remplacer totalement l'alimentation grâce à la nutrition parentérale, c'est-à-dire... Exactement, par voie veineuse. Voilà, c'est ça, incroyable, en 72. Je vous mets un petit cathéter qui arrive dans votre cœur droit et je vous mets un goutte à goutte de 24 nutriments qui sont ceux que nous prenons, nous, dans notre alimentation, sans le savoir. Ouais. Sans le savoir. Est-ce qu'on va vers ça, d'ailleurs? Parce que vous, c'était il y a plus de 50 ans. Non, alors... D'abord, on le donne qu'à des malades qui en ont vraiment besoin. Oui. C'est-à-dire que si on doit enlever l'intestin à une personne, s'il y a un cancer qui bloque complètement la situation pour la marche des aliments, la seule solution avant d'opérer. Alors, quand vous avez des gens qui sont extrêmement dénutris, eh bien, on doit faire l'intestin artificiel. C'est une nutrition, comme vous avez dit, parentérale, qui veut dire à côté de l'intestin, nutrition par voie veineuse. Voilà. C'était ça. Et qui peut durer un temps fou. J'ai eu une malade, nous l'avons nourrie comme ça pendant 16 années. 16 années. Parce que la greffe intestinale ne marche pas si bien que ça. La greffe de foie, la greffe de cœur, la greffe de rein, ça marche, de pancréas. Mais la greffe d'intestin, pourquoi ça ne marche pas? C'est un peu la faute de Pasteur. Non pas que je vais attaquer Pasteur, bien au contraire. Ça c'est après. Ouais. Mais c'est simplement pour vous dire que le système digestif, c'est la base de notre immunité. Ça veut dire que si je prends votre intestin pour le greffer à une autre personne ou un morceau d'intestin, ça ne va pas fonctionner. Vous allez avoir un rejet massif, vous allez tuer, nécroser l'intestin que vous greffez. Ça ne marche pas. Ça marche pas. Même si maintenant on fait des greffes fécales. Mais voilà. Bah oui, mais on peut faire des choses fantastiques. Mais s'il n'y a pas d'intestin, on ne peut pas le remplacer, sauf par l'intestin artificiel. Exact. Pour terminer votre présentation, lanceur d'alerte, c'est ce que disait de vous Edgar Morin. Il a préfacé mon dernier bouquin. Qui n'est pas encore sorti, on fera une émission dessus. Voilà. Centenaire. Hein. Centenaire, en pleine forme, bien respirer, bien voir et bien entendre. Question, professeur Joyeux. Je suis un métal non essentiel découvert au Beau-de-Provence en 1822, très résistant à l'oxydation, donc au vieillissement, réactif, malléable, de couleur argentée. On peut me qualifier d'oligo-élément. On verra si c'est vrai tout à l'heure. Qui suis-je? L'aluminium. On va parler d'aluminium ce matin. Vous publiez un livre. Et j'espère ne pas en trouver dans votre corps, pas plus que dans le mien. D'accord, mais il y en a peut-être dans l'eau qu'on a bu tout à l'heure. Oui, c'est vrai, mais là, c'est déjà un problème. Mais heureusement, si vous la prenez, cet aluminium dans la flotte, vous allez avoir 99% de votre aluminium qui fout le camp dans les matières. Mais ça veut dire qu'il y a 1% qui passe. La barrière entre l'intestin et le sang. C'est fou qu'il y ait de l'aluminium dans l'eau, en fait, qu'on boit, là. Oui, d'accord. Mais il y a un passage. Ce passage, c'est, on dit, maximum 1%, minimum 0,1%. Ça veut dire que ce n'est pas zéro. Ça veut dire qu'il y a un passage par la barrière entre l'intestin et le sang et que vous allez le stocker quelque part. C'est-à-dire l'accumuler. Ça veut dire qu'il y a une persistance, une accumulation. Alors où? On le sait maintenant. On le sait. Les os, le système osseux, le foie, les reins, et le cerveau. Si vous en avez un minimum, pas de problème. Mais si malheureusement vous accumulez, il arrivera un moment où quand vous aurez mon âge, vous risquez de perdre la mémoire. Vous risquez de ne pas savoir qu'est-ce que vous avez fait 5 minutes avant. Vous risquez d'avoir peut-être un tremblement du bras gauche ou du bras droit. Ça s'appelle une maladie de Parkinson, ça s'appelle une maladie neurodégénérative, ça s'appelle une maladie auto-immune. Tout ça aujourd'hui, on le sait sur le bout des doigts. Donc ça veut dire qu'il faut que nous ayons des idées précises, ça veut dire une recherche scientifique de haut niveau sur l'animal, sur des cellules humaines en culture, sur des cellules animales en culture, pour pouvoir répondre à la question en quoi
ce métal dont vous avez si bien parlé au démarrage est-il utile à la santé de l'animal et de l'homme? Nous sommes des mammifères. Si je vaccine un rat, plutôt un chat, qui est un animal de compagnie, comme je ne veux pas me faire griffer, que je vais lui faire un peu mal en le piquant, je vais le vacciner entre les 2 épaules, n'est-ce pas? Et voilà que dans les mois qui viennent, dans l'année qui vienne, cela dépend des cas, je peux avoir une tumeur locale. Je regarde cette tumeur au microscope, ça s'appelle un sarcome. Et si l'animal ne fait pas un sarcome au niveau entre ses 2 épaules, il va le faire peut-être dans l'abdomen, peut-être dans le thorax. Ça s'appelle un sarcome soit osseux, soit un sarcome des tussimo. Et figurez-vous que l'aluminium a heureusement, fort heureusement disparu des vaccins vétérinaires. Ça veut dire que le labo Mérieux, qui était à l'origine, à très juste raison, il s'appelait Mérial. Mérial, ça veut dire Mérieux aluminium. Non, ça veut dire Mérieux animal. Mais Mérial a supprimé l'aluminium des vaccins vétérinaires. Et votre fils ou votre petit-fils, il le reçoit. Je ne peux pas être contre les vaccins. Il faudrait être aberrant. Mais je ne suis pas favorable à la présence de cet aluminium qui est capable de s'accumuler et de persister dans le corps d'un enfant. Et on verra comment, tout à l'heure, l'aluminium est devenu l'adjuvant des vaccins qui n'en avaient pas. Mais vous inquiétez pas, il y a des nouveaux adjuvants qui arrivent. Vous savez pour qui? Pour les véganes. Et je suis très heureux, je ne suis pas végane. C'est-à-dire? Ça veut dire les véganes, ils disent, moi je veux pas des produits animaux, mais je veux pas des produits quand même qui sont chez les animaux. Ouais. Ils ont raison. Ouais. Je vais pas manger, on mange pas un chat, mais je vais pas manger un lapin dans lequel il y aurait de l'aluminium. Donc, les laboratoires pharmaceutiques, français et internationaux, parce qu'ils sont tous internationaux, sont à la recherche entre la France, l'Angleterre et l'Australie, je vous donnerai les sources, d'adjuvants végétaux pour les véganes. Donc, il y a est-ce que ce qui marche pour les véganes, ça ne pourrait pas marcher pour tout le monde? Mais bien sûr que si. La première pub, si vous êtes un homme de la com, un homme de la publicité, vous allez commencer par quoi? Vegan, on vous aime, on a pensé à vous, voici les nouveaux vaccins où vous ne risquez plus rien, on ne parlera pas. Par contre, on fait de la pub pour les vaccins animaux, des animaux de compagnie, les chats et les chiens. Vous inquiétez pas, il n'y a pas d'aluminium dedans. Mais par contre, on ne le dit pas pour votre petit Jean-Baptiste ou pour votre petit Mohamed qui est né il y a 15 jours, parce que dans 2 mois, il va s'en prendre. Hein. Il va s'en prendre. Madame Buzyn, je peux en parler parce que c'est la vérité, elle a été ministre. Elle a eu avant elle quelqu'un qui l'a précédée qui s'appelait Marisol Touraine, qui, le 12 avril, avant d'être ministre de la Santé, était à fond contre l'aluminium dans les vaccins. Oui. À l'Assemblée. Elle devient ministre de la Santé, c'est fini, elle a tout oublié. Et elle sort cette phrase extraordinaire, la vaccination ne se discute pas. Nous sommes en 2023. Est-ce que la vaccination ne se discute pas aujourd'hui après ce qui s'est passé avec les vaccins ARN messagers? Moi, je devrais être mort. Je ne suis pas vacciné. Mais pourquoi je ne suis pas vacciné? C'est pas parce que j'ai dit comme ça connement il ne faut pas se vacciner. Parce que je suis dans un état nutritionnel, un sommeil, un état affectif, un état cérébral. Tout va bien. Mon épouse me fait tout ce qu'il faut pour que tout se passe bien au niveau de l'alimentation, des repas, de la vie familiale. C'est très important pour l'équilibre de la personne. Oui, pour l'immunité. Elle vous fait manger vapeur. Bien sûr, à la vapeur douce. Non, c'est ça, c'est important. Parce qu'à la vapeur dure aussi. Hein. Oui, mais non, à la vapeur douce, c'est beaucoup mieux. C'est pour votre immunité, professeur. Exact. C'est beaucoup mieux. Donc, vous avez publié un livre qui s'appelle Refuser l'aluminium dans les produits de santé aux éditions du Rocher. Alors, un titre. Et donner le sous-titre. Ah oui, alors, c'est plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger. Plaidoyer pour des vaccins, c'est mon avocat qui m'a trouvé le titre. Plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger. Oui, parce que si on était resté au titre, c'était trop provocateur. Ah oui, trop. Il faut dire les choses d'une manière que les gens puissent comprendre. Parce qu'attention, hein, tous les Français, tous les étrangers, tous les humains, ils ont autant de neurones qu'un prix Nobel. 100 milliards. Ils ne sont pas prix Nobel, pour autant. Mais ils sont prix Nobel dans leur passion à eux, dans ce qu'ils font, dans ce qui les intéresse. Or, les neurones que nous avons sont extrêmement utiles pour discerner entre la salade qu'on me raconte et une réalité. C'est pas tout blanc, tout noir. Il y a beaucoup de gris entre les deux, mais il faut trouver le bon gris. Donc c'est un livre sur la saga de l'aluminium dans la santé et finalement comment on a fini
pas mettre de l'aluminium. Alors, c'est très intéressant. C'est quand même incroyable, parce que c'est un bidouillage. Alors, c'est la super question. C'est presque un accident. Écoutez, savez-vous, et vous pouvez tout trouver sur le net, qu'en France, on vaccinait les gens quand il fallait avoir un adjuvant. Il y en avait un qui était naturel, qui s'appelle le phosphate de calcium. Dans votre corps, vous avez du phosphore, du phosphate, vous avez du calcium. Mais si je vous le mets ici dans votre épaule, dans le muscle de votre épaule, eh bien, il y aura une réaction immunologique. Vous avez ajouté un adjuvant qui stimule l'immunité et qui dit à votre système immunitaire, au boulot, je t'envoie d'une part du phosphate de calcium et je t'envoie un antigène diphtérie, tétanos, polio, etc. Et tout se passe bien. C'était ça. Oui, il faut expliquer, professeur, le rôle d'un adjuvant dans un vaccin pour tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on met un adjuvant dans les vaccins ? On met un adjuvant pour stimuler l'immunité. Avant, on en mettait beaucoup moins. Pourquoi ? Parce qu'on vaccinait à un moment où l'enfant était arrivé à 18-24 mois. Vous avez été vacciné à 18-24 mois. Et à 18-24 mois, on le sait par les pédiatres qui ont la compétence, le système immunitaire d'un enfant, il est mature, arrivé à maturité, à 2 ans. Et ils sont même plus précis, ils vous disent à 1000 jours. 1000 jours après quoi ? 1000 jours après quoi ? 1000 jours après la conception. Alors, papa, maman s'aiment. Conception. Vous ajoutez la grossesse. Donc 9 mois. 9 mois, 270 jours. Vous ajoutez 2 années de 365. Vous allez voir, ça fait 1000 jours pile. Alors, on n'est pas à 1 mois près. Mais ça veut dire que ce que nous faisions, et les familles en étaient enchantées, c'est que nous vaccinions les enfants contre diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, etc., autour de 18-24 mois. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, on va mettre la vaccination plus tôt. Bon, pour faire plus tôt, le système immunitaire, il n'est pas mûr, il n'est pas mature, je viens de le dire. Donc, 18, on est descendu 16, 14, 12, 2 mois, on s'est arrêté à 2 mois. Et maintenant, on vaccine même pendant la grossesse. Si vous étiez enceinte, ça ne peut pas être le cas. J'aime beaucoup l'exemple, professeur. Oui. Je suis androposé. Voilà. Bon. Donc, je vais vous dire un secret, donc je ne peux plus tomber enceinte. Oui, mais oui. Écoutez, si vous attendiez un bébé, on vous dirait, monsieur, il faut vous vacciner contre la coqueluche, plus vos parents, vos beaux-parents, parce que s'ils veulent voir le bébé à la clinique, il faut qu'il soit vacciné contre la coqueluche. Voilà où nous en sommes. Or, le vaccin contre la coqueluche tout seul, je vais vous faire un aveu. Il n'existe pas. On ne le trouve pas. Non, il n'existe que si vous avez les autres. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hépatite B. On peut le trouver tout seul. Non. Ça se vend pas ? Non. Ils le font plus. Ah ouais. Bien sûr que non. Mais c'est beaucoup plus malin. Comme ça, vous avez un vaccin qui vous protège contre tout le reste. Avec le professeur Henri Joyeux qui est là ce matin, qui nous parle de refuser l'aluminium dans les produits de santé, sous-titré plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger aux éditions du Rocher. J'aimerais qu'on revienne sur le rôle des adjuvants dans les vaccins, parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on entend souvent et les gens ne comprennent pas très bien pourquoi il y a des adjuvants dans les vaccins. Adjuvant, c'est ajouter. Oui. Donc on ajoute quelque chose. Mais on ne va pas vous dire que cet adjuvant, cet ajout, c'est un antigène. Pourtant, c'est un peu, quelque part, un antigène dont le corps n'a pas nécessairement besoin, sauf pour vacciner. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que l'adjuvant ajouté aluminium, il y a eu le mercure, il y a eu d'autres produits. Au départ, c'était l'amide de pin, de l'amidon, les premiers adjuvants qui ont été utilisés. C'était pas du tout idiot. Bon, donc l'adjuvant est fait pour stimuler votre système immunitaire. C'est un booster, en fait. Un booster, voilà, très bien. Mais un booster, il faut que les gens comprennent, c'est un stimulant. Quoi. C'est un stimulant d'immunité. Ouais. Voilà. Donc, on ajoute ça pour que il y ait une stimulation du système immunitaire qui se mette à bosser, à répondre. Un exemple où il n'y a pas d'adjuvant. ROR, pas RER, ROR. Rougeole, oreillon, rubéole. En un seul vaccin, on vous met 3 antigènes qui sont des virus qui dorment. On les appelle virus atténués. Bon, ce virus de la rougeole atténuée, de l'oreillon atténué, de la rubéole atténuée, il est assez puissant sur le plan de l'immunogénicité, de créer de la réaction immunitaire. Avant, on faisait la rougeole à 6 mois. On ne le fait plus à 6 mois, c'est trop dangereux. On le fait à 11-12 mois. Pourquoi on le fait à 11-12 mois selon la loi ? Et c'est très juste, la loi là-dessus de Buzyn est juste, parce que vous avez 3 antigènes qui sont très actifs au niveau immunogène. Vous ne pouvez pas le donner à un gosse de 6 mois parce que son système immunitaire, le pauvrette, il est petit, il ne fonctionne pas encore suffisamment. Par contre, à 1 an, il a fait la moitié du chemin. Donc, on les vaccine à 11-12 mois. Je suis à fond pour la vaccination rougeole, oreillon, rubéole, qui n'a pas d'aluminium, pas besoin d'adjuvant. Par parenthèse, on remeurt de la rougeole dans le monde aujourd'hui.
Alors, on remeurt de la rougeole dans le monde, c'est une très très bonne... Attendez, non. Pas partout, pas en France. Moi, je sais, moi qui vais beaucoup en Indonésie, par exemple. L'Indonésie n'est pas la France. Non, voilà. Monsieur Édouard Philippe, Premier ministre, est à l'Assemblée nationale. Il dit, dans notre pays, des enfants meurent aujourd'hui de la rougeole. Vous allez regarder les morts de la rougeole. C'est Édouard Philippe, ça? Édouard Philippe, oui. Non, c'est pas la voix, mais bon, je sais pas bien limiter. Il y a un effort. Oui, d'accord, il y a un effort. Et vous allez voir les morts de la rougeole en 2021, puisqu'on n'a pas encore 2022. Il y en a 0. Il y a 3 hospitalisés, il n'y a même pas d'encéphalite, il n'y a même pas de troubles respiratoires, il y en a 3 qui sont hospitalisés et qui s'en sortent parfaitement. Par contre, attention, vous êtes en Afrique, un enfant peut mourir de la rougeole. Pourquoi ? Parce qu'il a une malnutrition et qu'il ne reçoit pas suffisamment de vitamine A en mangeant des cocos, des œufs, de la popole, de la poule, et que cet enfant qui est carencé en vitamine A, vous savez comment vous allez le sauver de sa rougeole maligne qui va le tuer ? Vous lui mettez une perfusion de vitamine A à très forte dose et vous le sauvez. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vitamine A, on les appelle aussi les rétinoïdes, est extrêmement importante comme élément d'immunité, puisque vous allez sauver cet enfant qui fait une rougeole maligne. C'est pour ça qu'en Afrique, en Indonésie où vous allez, il faut vacciner tous les gosses contre la rougeole, comme chez nous. Et je suis à fond pour vacciner les gosses contre la rougeole, les oreillons, la rubéole. Alors, est-ce que vous pouvez répondre précisément à cette question, un siècle après son introduction dans les produits de santé, en quoi l'aluminium est-il dangereux pour l'organisme humain ? Est-ce qu'on a des études scientifiques qui arrivent absolument à valider finalement et à dire précisément pourquoi? On a une première étude scientifique qui date à peu près des années 95-97, qui est très faible, qui est beaucoup utilisée pour dire qu'est-ce que fait l'aluminium dans le corps de lapin. On a pris des lapins, 2, 3, 4, 5 lapins, pas beaucoup, pas beaucoup. Et ils l'ont suivi en marquant l'aluminium d'une manière, si vous voulez, très scientifique, marqué électroniquement, etc. Bon. Et on s'est rendu compte que cet aluminium, on pouvait en uriner une partie, on pouvait le retrouver dans l'os, on pouvait le retrouver dans le foie, dans le rein, dans le système immunitaire et dans le cerveau. Bon, je simplifie beaucoup là. Mais cette étude, à partir de laquelle on a dit, on sait comment ça marche, mais au fond, on en élimine beaucoup. Attention, il faut bien distinguer l'aluminium que nous prenons par voie orale, en buvant par exemple, comme vous l'avez dit, ou en prenant un produit qui est un pansement gastrique, par exemple. Alors, parce que ça fait partie de la catégorie de produits dans lequel il y a de l'aluminium. Phosphalugel, Maalox, Xoloam. Maalox, vous le mettez à l'envers et vous mettez le X de la fin au début, ça fait Xoloam. C'est un autre produit. Et l'antidiurétique, là, qui est très connu, comment il s'appelle ? Contre la diarrhée ? Ouais. Oui, qui est interdit maintenant. Oui, chez les enfants. Oui, bien sûr, qui est interdit pour les enfants depuis à peu près 2 ans. Vous savez pourquoi ils l'ont interdit ? C'est magnifique. C'est pas à cause de l'aluminium. Ils ont dit le plomb. Or, du plomb, il n'y en a pas. Ah, c'est pas pour l'alu qu'il a été... Non, en réalité, je vais vous dire... Smecta. Merci beaucoup, ouais. Smecta. Ouais. Écoutez, ils l'ont interdit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, quelle raison ? D'abord, c'est une très bonne idée de l'interdire. J'ai dit, c'est l'aluminium. Si vous lisez... le communiqué de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, là, ça vaut vraiment le coup, il faut le lire. Il y a 2 communiqués pour les pédiatres. Ils vous disent, à cause des risques de plomb. Il y a eu des études pour rechercher le plomb dans le Smecta. Walou, il n'y en a pas. Par contre, ils n'ont pas cherché l'aluminium. Walou, il n'y en a pas. Walou, ça veut dire rien, il n'y en a pas, d'accord ? Ah bon. Non, Walou, j'avais compris, c'était il n'y en a pas que j'avais compris. Il n'y a pas de plomb. Oui. Par contre, de l'aluminium, il y en a. Alors, c'est sûr que si vous vous gavez de Smecta, vous allez avoir beaucoup d'aluminium qui va rentrer dans votre corps au tube digestif, mais comme je vous ai dit, vous n'aurez que 1% qui va rester dans votre corps. 1%, c'est pas beaucoup. Vous me direz, il y a 99% que vous retrouvez dans les matières fécales. Bon, ça, c'est tant mieux. Mais 1%, plus 1%, plus 1%, plus 1%, ça peut faire bzef. Ça peut faire beaucoup. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez un stockage. Je vais vous donner un exemple qui m'a beaucoup frappé, vous voyez. Imaginez cet enfant de 2 ans. De 2 ans. De 2 mois, pardonnez-moi, de 2 mois. La loi veut qu'il soit vacciné. Ok, on prend sa fesse, paf, et on le vaccine. La semaine qui suit, j'ai tout le dossier. La maman trouve qu'il y a une boule. Elle va voir le docteur. Madame, vous inquiétez pas, c'est une petite inflammation qui est liée au vaccin. La boule grossit. Elle va revoir le docteur. Madame, vous inquiétez pas, c'est le vaccin, ça a un petit peu saigné, c'est normal, parce qu'il y a du sang dans le muscle. Il lui explique. La maman l'observe.
On va faire un prélèvement parce que ça continue à grossir. Écoutez-moi bien. C'est un sarcome musculaire à l'endroit où il a été vacciné. Institut Curie, excellente équipe internationale de pédiatrie cancérologique, top niveau, chimiothérapie. Madame, la situation est difficile. Est-ce que c'est lié au vaccin ? Non, ça n'a rien à voir avec les vaccins. Elle pose la question. Pour elle, c'est une évidence. Non, vous inquiétez pas. 1 an de chimio. Au bout d'1 an de chimio, la lésion repart. Papa, maman, on leur dit il faut couper la jambe au petit qui a 1 an et demi. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont coupé la jambe du petit de 1 an et demi. 3 mois plus tard, il n'était plus de ce monde. Et vous avez aujourd'hui des familles qui sont dans les centres anticancéreux avec des sarcomes osseux. Je viens de suivre un gosse qui voulait être au GIGN. Je lui dis Henri, c'est son même prénom que moi. Aujourd'hui, c'est son enterrement cet après-midi dans la région de Toulon. Ce gosse, il a chopé à 18 ans une tumeur osseuse. Il était sportif, il était écolier, il était brillant à l'école. Et je l'avais eu au téléphone, il me dit plus tard, je vais être au GIGN. J'ai dit, écoute mon vieux, le GIGN, ça a commencé aujourd'hui avec les traitements. Il a été opéré du poumon droit, du poumon gauche, d'une tumeur sur l'épaule, de métastase. Ça a duré 2 ans et demi. Il est parti. Et si vous posez la question, est-ce que ce sont les vaccins ? Parce que j'ai vu le carnet de vaccination. Ah, il était à jour de vaccination. Bien évidemment, il ne faut pas relier tout ça. Oui, c'est pour ça. Vous prenez des exemples, professeur Joyeux, effectivement. Oui, mais on a le droit de se poser des questions, mettez-vous à la place des parents. Vous avez le droit de vous poser des questions, et c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Maintenant, moi, je veux savoir si effectivement il y a des études où, à un moment donné, est-ce qu'on s'est posé quelque part et on dit, voilà, l'aluminium, c'est dangereux pour la santé. Est-ce qu'il y a eu cette grande étude de fait ou pas ? Une réponse, non. Elle devait être financée. Elle devait être financée auprès d'un de mes collègues absolument remarquable, Romain Gherardi, qui est à la retraite, mais qui a une équipe qui suit. C'est un très bon livre d'ailleurs. Exact. Chaque Sud, toxique ou... Oui, c'est ça, sur la toxicité de l'aluminium. Ouais, Bon, et ce collègue, Romain Gherardi, je lui ai dit, tu aurais dû avoir le prix Nobel parce qu'il a découvert une nouvelle maladie qui s'appelle la myofascite. Myo, c'est le muscle. Inflammation à macrophages liée direct à l'aluminium. Alors, vous savez ce qu'on lui a dit ? Ah oui, mais il y a très peu de cas. Oui, mais on a l'aluminium dedans. Ça, c'est le hasard. Bon, il a demandé du pognon puisqu'il avait une unité d'INSERM. On lui a promis qu'il allait venir. Il n'a jamais venu, cet argent. Il n'y a pas eu d'études. Pas du tout. Ouais. Pas du tout. Vous savez, quand vous voulez fuir une étude, c'est pas compliqué. Les laboratoires pharmaceutiques, moi, je trouve qu'ils font un travail fabuleux pour sauver des gens qui ont besoin de médicaments pour des maladies particulières, le cancer que je connais bien, etc. Mais ils ne vont pas, à l'heure actuelle où vous avez des stocks de vaccins qui sont farcis d'aluminium, faire une étude pour dire l'aluminium c'est dangereux. Vous comprenez ? Il faut se mettre à leur place. Je les comprends. Mais en même temps, qu'est-ce que je dis ? Il faut faire attention. Si vous voulez absolument que les gens soient tranquillisés, faites-nous vraiment une démonstration scientifique. Allez rechercher dans les tumeurs l'aluminium. Pourquoi vous n'allez pas le chercher ? Ah non, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Cherchez-le, vous allez chercher. On pourrait avoir ce genre de résultat. Mais bien entendu, il suffirait de le faire chez l'animal. Bon, il y a eu des thèses faites par des vétérinaires dans les grandes maisons comme Maison Alfort ou comme une maison d'études vétérinaires qui est à Lyon. Ces thèses, je les cite dans le bouquin, où les jeunes étudiants qui ont fait ces thèses, ils ont vu les choses de près. Bon, ils font pas le transfert de l'animal à l'homme. Mais quand vous avez la courbe, elle est dans le livre que j'ai écrit, la courbe de la quantité, du nombre de chats qui développent des sarcomes quand c'est sous aluminium, et puis on arrête l'aluminium, et vous avez une chute libre de la courbe. Elle est dedans, elle n'est pas de moi, elle est d'une communication scientifique. Vous comprenez ? Montrez votre livre « Refuser l'aluminium dans les produits de santé ». Et voilà. Plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger aux éditions. Aucun journaliste, sauf vous, n'a voulu en parler, parce qu'il y avait la guerre en Ukraine, il y avait je ne sais plus quoi, il y avait la présidentielle. Oui, ils ne voulaient pas le lire, ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués. Non, je ne vous ai pas longtemps invité parce que je n'avais pas lu vos livres. Voilà, mais moi, j'ai aucune crainte de discuter. Ça s'appelle la disputation. Et je me dis, on ne peut pas parler de quelqu'un si on ne l'a pas lu. Bien sûr. C'est très important. Ça me paraît... Comment est-ce qu'on peut émettre un avis si on n'a pas lu ? Est-ce que vous avez invité Anne Jouan ?
Non. et Christian Richier. Je vous les recommande. Ils ont sorti un bouquin récemment chez Robert Laffont, grand éditeur. Vous savez que si Robert Laffont... Ah, c'est le livre qui pèse le poids du bottin? Non, c'est pas non. celui-là. Mais écoutez bien son titre. La santé en bande organisée. Ah, j'adore. Vous voyez le sous-titre. Dissimulation, barbouzerie, entente entre amis. Lisez ce livre. Quand j'ai lu ce livre, je l'ai offert à mon avocat. Il m'a appelé. Il m'a dit, mais vous avez vraiment lu le livre? Oui, de A à Z. Vous avez vu qu'ils parlent de vous? Bien sûr, ils disent pas du bien de moi, j'ai vu. Mais la journaliste Anne Jouan, je la cherche, non pas pour l'engueuler, pour lui dire Madame Jouan, moi j'ai grand respect pour votre bouquin, je vous en félicite, mais vous avez écrit des choses sur moi, vous auriez dû m'interviewer. Je ne suis pas un porte-parole des antivax, je ne suis pas antivax. Bon, voilà, avec le professeur Henri Joyeux qui est notre invité aujourd'hui. Alors c'est vrai que quand on parle de la France, on dit la France, le pays de Pasteur. Et vous nous expliquez dans votre livre qui s'appelle Refuser l'aluminium dans les produits de santé, plaidoyer pour les vaccins sûrs et sans danger aux éditions du Rocher, comment on a à imposer à Pasteur l'aluminium dans les vaccins? Parce qu'à l'origine, il n'y avait pas d'aluminium. Excellente question. C'est très simple. Vous avez un vétérinaire de très haut niveau, scientifique français, qui a bossé aux États-Unis dans les années à peu près 85, 83, 85, qui arrive à l'Institut Pasteur et qui voit qu'à l'Institut Pasteur, il y a des vaccins qui sont avec du phosphate de calcium. Et il dit à ses collègues, ça va pas la tête. Vous êtes en retard, les mecs. C'est l'aluminium, l'avenir. C'est l'aluminium. Il y a dispute forte. Et vous pouvez retrouver un ancien de l'Institut Pasteur dont je donne le nom dans le livre que je n'ai pas en tête à l'heure présente, et qui dit qu'il y a eu une bagarre scientifique entre eux, mais que le gars qui arrivait des États-Unis s'est imposé. Y a-t-il eu des raisons financières en même temps? Je ne suis pas capable de répondre, et d'ailleurs je le dis dans le livre. Par contre, c'est une bagarre scientifique qui a lieu, et Luc Montagnier, dont j'étais très proche, parce qu'il avait la compétence que je n'avais pas et que je l'interrogeais là-dessus, Le professeur Montagnier. à l'époque, prix Nobel, il me dit, Joyeux, moi j'étais dans le secteur virologie, et puis il y avait le secteur vaccinologie. Et il y avait une assez grande étanchéité. Donc, on ne se voyait pas souvent. Sauf qu'un jour, il y a eu une réunion à laquelle était Luc Montagnier. Et Luc Montagnier a dit, ne mettez pas l'aluminium. C'est de la folie furieuse de mettre l'aluminium. Mais il était du secteur virologie, ce qui voulait dire, ferme-la, on est en vaccinologie, nous on sait mieux que toi. Ils ont donc imposé l'aluminium à un moment où Mérieux et l'Institut Pasteur se sont réunis. C'est pour ça qu'on en revient à Mérieux. C'est là que ça se passe. C'est pour revenir à l'histoire que vous racontiez tout à l'heure. Des chats. Oui. Bien sûr. Mérial. Mérieux, aluminium, non. Mérieux, animal. Voilà. Donc, ça veut dire c'est que... pas l'Institut Pasteur qui a imposé l'aluminium dans les vaccins. C'est ça que ça veut dire? Non, c'est ça. Ça a été imposé par un gars qui est arrivé, je pense, à l'Institut Pasteur et qui a... Vous savez, c'est toujours pareil. Quand vous avez un jeune chirurgien, un jeune chercheur qui arrive des États-Unis, les États-Unis, c'est les mecs, il y a des prix Nobel, vous allez à Chicago. Quand vous arrivez dans l'université de Chicago, vous avez un premier panneau, prix Nobel. Et vous avez 10 panneaux de prix Nobel depuis les années 1902, 1905, quoi. C'est absolument incroyable. Quand j'ai vu ça à Chicago, la première fois que j'y suis allé, j'ai dit, putain, il y a des prix Nobel partout ici, quoi. Et parce que c'est vrai que les Américains ont les moyens de payer les... Bien sûr, ils ont les moyens. Mais attention, ils recrutent. Vous savez, les labos américains, concernant les vaccins, Merck, Pfizer, vous avez également GSK, très puissant. Très, très puissant. Sanofi est presque un petit, alors qu'il est assez puissant, Sanofi Pasteur, par rapport à eux. Il faut voir les chiffres d'affaires qu'ils ont. Je l'ai publié dans une dernière lettre, d'ailleurs, qui s'appelle « Les certitudes sur les vaccins ». Il y a des certitudes et puis des incertitudes. Donc, j'ai fait une lettre certitude et je prépare 2 autres lettres sur incertitude. Il y en aura une sur les vaccins ARN messagers, ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas. Il faut savoir quand même que les vaccins ARN messagers, nous saurons en juin 2023, d'une manière certaine, quels en sont les dangers. Et vous croyez que les gens qui vendent les vaccins ARN messagers, ils vont dire qu'il y avait quelques dangers? Aujourd'hui, il y a Pfizer qui a dit oui, quand même, il y en a 1 sur 1000 sur les Pfizer qui ont des problèmes cardiaques. Moi, je ne souhaite pas être dans les 1 sur 1000. C'est pas beaucoup, 1 sur 1000. Hein, c'est que dalle, 1 sur 1000. Bon, ça, c'est sorti aujourd'hui. Mais la presse française... La question, c'est est-ce que c'est lié à la vaccination? On en revient toujours pareil. Ah ben si Pfizer le dit. Si Pfizer dit... Ils admettent. Ah ben bien sûr qu'ils l'admettent maintenant, bien sûr. Il y a eu des vaccins donc anti-Covid, comme on dit aujourd'hui. Les Chinois. Non, avec aluminium.
parce que le ministre de la Santé avait dit, de l'époque, dit il n'y avait pas d'aluminium. Qu'il n'y avait pas d'aluminium. C'est très juste. Oui, il y en a eu, fait par les Chinois, Sinovac, les Chinois. C'est les Algériens, je crois que c'était... Et Sinovac, ils les ont utilisés en Algérie. Oui, en Algérie. Mais attention, en Algérie, ils ont été malins. Je peux vous dire que j'ai des copains qui sont là-bas, ils ont fait les piqûres, vous voyez ce que je veux dire, vers les toilettes, quoi. Hein? Les Algériens ont fait ça. Mais bien sûr. Ah oui. Parce que ça m'étonne. Ça. Mais moi, je vais vous dire, il y en a qui voient très clair là-bas. Hein. Parfois plus clair que dans notre propre pays, où nous, on peut être aveuglés. De toute façon, Sinovac ne pouvait pas rentrer sur le territoire français. Ah non, ça ne pouvait pas. On considérait que vous n'étiez pas vacciné. Pour tout vous dire, j'ai essayé d'en avoir. Vous savez par où je suis passé? Je suis passé par une jeune femme que je connais, qui est remarquable, et qui bosse pour une société américaine en Suisse. Bon. Et en Suisse, ils avaient des vaccins chinois. Et je lui ai demandé, est-ce que je peux en avoir? Elle me dit oui, mais il faut que vous fassiez partie du personnel. Je ne faisais pas partie du personnel. Puis j'ai dit, vous ne pouvez pas m'avoir une seringue avec le truc. Non, j'ai pas pu l'avoir. Voilà. Vous revenez sur 3 concepts discutables qui ne font pas de vous un anti-vax. Non. Un vaccin, quelle que soit sa composition, sauve la vie. Oui. Le rapport bénéfice-risque qu'on a beaucoup mis en avant. Bien sûr. Et l'immunité collective généralisée pour obtenir la fin d'une maladie. Donc ça, vous dites que ça peut se discuter. C'est fort discutable. Et que si on le discute, ça ne fait pas de vous un anti-vax. Non, absolument pas. Parce que la vaccination, pardon, Madame Marisol Touraine, ça se discute. Nous avons eu des gens qui ont eu des problèmes avec la vaccination et des problèmes extrêmement sérieux qui sont de plus en plus reconnus dans différents pays, que ce soit Israël, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Inde ou ailleurs. Donc ça se discute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous me demandez, est-ce que je dois être vacciné? Je vais vous dire, écoutez, je suis médecin, je suis obligé de vous poser des questions qui sont des questions qui appartiennent à votre histoire médicale. Qu'est-ce que vous avez eu comme maladie? Est-ce que vous avez des stents dans le cœur? Est-ce que vous avez fait des coliques néphrétiques? Est-ce que vous avez fait une maladie de Crohn, une rectocolite? Je vais évaluer votre immunité. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous avez une vie stable ou est-ce que vous stressez du matin au soir? Je vais vous faire une prise de sang. Je vais voir que vous avez des lymphocytes qui sont à 40%. Bravo, félicitations. Ou bien des lymphocytes qui sont à 10%. Oula, attention, vous avez des lymphocytes à 10%. Vous êtes mou du lymphocyte, là. Oui, donc à ce moment-là, moi, je vais vous dire, écoutez, oui. Exemple, Edgar Morin. Edgar Morin me dit, Henri, est-ce qu'il faut que je sois vacciné contre la grippe? Je dis, Edgar, est-ce que l'an dernier, vous l'avez été? Il réfléchit, il me dit, oui. Oui. Et est-ce que vous avez eu des pépins avec? Non. Edgar, il n'est pas question que vous puissiez avoir une surinfection liée à un non-vaccin contre la grippe. Faites-vous vacciner. Vous le savez que le vaccin n'est pas nécessairement efficace. Officiellement, c'est du 30-40%. Ça veut dire qu'il y a de 60 à 70% de non-efficacité. On le sait, c'est officiel. C'est pas moi qui le dis. Bon, donc faites-vous vacciner. Question, est-ce que moi j'ai besoin d'être vacciné contre la grippe quand je connais certains effets négatifs? La maladie de Guillain-Barré, par exemple. Non, je suis en pleine forme. J'ai des bons taux d'anticorps. Non, moi j'en ai pas besoin. Pas besoin. Est-ce que mon petit-fils a besoin d'un vaccin? Il est en pleine forme, il court partout, il mange bien, il dort bien, il est magnifique. Il n'en a pas besoin. Vous comprenez? Par contre, si cet enfant, il a, par exemple, une mucoviscidose, il faut le vacciner, c'est une évidence. S'il a une insuffisance rénale, malheureusement, il faut le vacciner, c'est une évidence. Vous voyez, ce qui se passe, c'est qu'on généralise des faits particuliers. Et là, on prend les gens pour des imbéciles, et les papas et les mamans, ils sont pas cons. Ils réfléchissent et ils veulent que pour leur enfant. Alors on me dit, vous faites peur. Un jour, un pédiatre m'a dit, tu fais peur. Je fais peur à qui? Je fais peur à toi? Il me dit, mais tu n'as pas vu les complications? Mais je lui dis, à l'hôpital, tu vois que des complications sur des gosses qui n'ont peut-être pas été vaccinés, ou même sur des gosses qui ont été vaccinés, mais dont tu ne me donnes pas l'histoire. L'histoire médicale. Pourquoi le gosse il est hospitalisé? Pas parce qu'il n'a pas reçu le vaccin, parce qu'il a déjà une pathologie chronique qui est une insuffisance rénale, hépatique ou autre. Alors, selon vous, professeur Joyeux, l'idée c'est de supprimer l'aluminium de tous les produits de santé. C'est obligatoire. Et je pense que ça va venir. Et là, vous me direz, je suis un peu prophète. Non, je ne suis pas prophète. Mais je suis certain que ça va venir. Mais vous savez comment ça va venir? C'est parce que les familles sont de plus en plus au courant. Les familles comprennent cela. C'est pas à cause du bouquin, parce que le bouquin, il y a 30 familles peut-être qui l'ont eu, mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que ça passe sur un grand média et que les gens, je dis pas qu'ils aient le bouquin, je suis pas là pour vendre du bouquin, je suis là pour que l'information passe. Moi, ma passion, c'est 1, j'apprends, 2, je transmets. Donc, croyez-moi,
que je ne suis pas vaccinologue, mais j'en connais plus que beaucoup de vaccinologues. La grande vaccinologue dont je cite le nom dans le livre, qui est suisse. Bon, regardez ses liens d'intérêt. Regardez ses liens d'intérêt. Regardez les travaux qu'elle a fait. C'est les labos qui ont fait les travaux pour elle, vous comprenez? Donc, je ne peux pas avoir confiance dans cette vaccinologue suisse qui est totalement dépendante de ceux qui vendent et qui stimulent. Mais c'est possible, ça, de supprimer l'aluminium Bien sûr. La preuve, je vous dis, ils cherchent un adjuvant végétal. Et surtout, il y en a eu un avant, c'était le phosphate de calcium. Vous prenez le Vidal, vous savez, notre gros bouquin de médecin. Vous allez prendre le Vidal, on peut les retrouver dans une faculté de médecine de tous les ans, depuis les années à peu près 80. Vous regardez à partir de 80 à 86. C'est à partir de 86-87 que ça va tourner, que vous voyez arriver l'aluminium. Avant, phosphate de calcium, partout, phosphate de calcium. Alors, on a beaucoup parlé des déodorants. Oui. De l'aluminium présent dans les déodorants. Bien sûr, c'est une anglaise, une prof de pharmacologie anglaise de l'université de, je ne sais plus son nom, mais je la cite dans le livre avec ses publications, augmentation des risques de cancer du sein. Pourquoi? Parce que ça traverse. Surtout en plus parce que les femmes, elles prennent le petit rasoir pour enlever la pilosité, bon, très bien, mais elles se font saigner parfois. Ce qui fait que si en plus vous passez un déodorant avec de l'aluminium et qu'il y a eu quelques gouttes de sang, ça peut passer facilement dans le sang et c'est absorbé par la peau. Et maintenant, c'est interdit, vous le savez. Et le message est passé rapidement, finalement. Pourquoi ce qui passe rapidement au niveau des déodorants, ça passe pas aussi rapidement au niveau des médicaments? Je pense parce que le déodorant, c'est plus facile à attaquer, il y a moins d'oseille, si vous voulez, il y a moins de gigantesques capacités de répondre par un avocat, par des études scientifiques, etc. Je pense que c'est ça. Par contre, si vous voulez, moi je suis pas du tout contre les laboratoires pharmaceutiques, je suis pas du tout contre Big Pharma. Big Pharma doit gagner sa vie, et non seulement gagner sa vie, mais faire de la recherche, ça coûte la peau des fesses, la recherche. Le problème, c'est pour payer la recherche. Imaginez que je suis un chercheur à l'INSERM. J'ai bossé pour l'INSERM ou un chercheur au CNRS. Bon, j'ai mon salaire qui est payé par l'INSERM, j'ai mon salaire qui est payé par le CNRS. Je vais vous donner un sujet de recherche magnifique, la chromosectomie 21. On me dit, c'est quoi ça? Alors, chromosome 21, vous entendez, ah merde, chromosome 21, il y a la trisomie 21. Qu'est-ce que c'est la trisomie 21? Ah oui, c'est une maladie où il y a 3 fois le chromosome 21. Il y en a un de trop. Bon, donc une recherche sur la chromosectomie 21, ça va venir, hein, je suis certain que ça va venir. On va trouver la solution pour neutraliser le chromosome qui est en trop. Il faut du pognon pour faire ça. Si vous avez cette idée, vous proposez cette idée, par exemple, au patron de l'INSERM, à la cellule qui va donner le feu vert. Elle va dire, non, écoutez, tu nous fais chier avec ça. Non, ça fait très peu de malades, il y en a 3 fois rien. Donc, non, c'est pas rentable. Il n'y a pas de business. On ne va pas l'amortir. Par contre, vous allez voir un labo qui, lui, sent qu'il y a un avenir là-dedans. Il va dire, moi je vous mets un bâton sur la table. Je suis allé voir Pierre Fabre. Vous voyez qui c'est Pierre Fabre? Il est laboratoire. L'albigeois, non? Voilà, l'albigeois. Oui. Pas Albigeois, Castré. À Castres. Il n'est pas castré, attention. Oui. Non, il est de Castres. Il est de Castres, oui. Un type fabuleux. Je vais voir donc Pierre Fabre. Je lui dis, voilà, monsieur Pierre Fabre, est-ce que vous savez que dans le lait d'une maman, il y a des choses merveilleuses? Ah, mais oui. Non, mais est-ce que vous savez qu'il y a des facteurs de croissance pour la croissance du cerveau, pour les neurones qui vont se multiplier dans le cerveau de l'enfant? Et qu'il y a 7 facteurs de croissance qu'on appelle des facteurs neurotrophiques. Je dis, moi, je trouve que ça serait génial que vous fassiez une recherche pour les trouver, ces facteurs, et qu'on les mette en pilule pour les donner à tous les vieux qui perdent la mémoire. Pour stimuler la... D'accord? Et donc? Alors, attendez, il y a eu une réunion avec ces chercheurs. Réunion avec ces chercheurs, c'était 3h de l'après-midi, on avait fait un très très bon repas, et du bon vin, du rouge, du blanc, tout ce que vous voudrez. Les chercheurs, ils dormaient à moitié, avec Pierre Fabre qui voyait clair. Après, il a perdu la vie, le pognon, il l'a pas mis, ils n'ont pas fait la recherche. Bien, le professeur Henri Joyeux était notre invité sur Beurre FM. Je rappelle que vous publiez, professeur Joyeux, refuser l'aluminium dans les produits de santé, plaidoyer pour des vaccins sûrs et sans danger, aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Voilà, vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Très belle journée santé sur Beurre FM.